La République visite les chantiers de la Fondation Mohamed VI à Anta et le site de l'hôpital mère et enfants de Sonfonia. Professeur Alpha Condé est allé s'enquérir de l'évolution des chantiers. Les acteurs du secteur de l'élevage des poulets de chair ont planché récemment sur la pratique et la modernisation des techniques pour un élevage de qualité en Guinée. Ce soir, dans la rubrique 160, nous irons à la découverte d'un patrimoine public qui a connu une certaine mutation. Aujourd'hui, l'usine de farine Les Moulins d'Afrique a été érigée sur le site de l'ancienne usine de fabrique de meubles. Un parcours parsemé de péripéties. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. À l'entame, la visite de terrain du président de la République ce samedi à Anta dans la commune de Matoto pour s'enquérir de l'évolution du chantier de la Fondation Mohamed VI. Professeur Alpha Condé s'est par la suite rendu sur le site de l'hôpital moderne mère et enfants situé à Sonfonia dans la commune de Ratouma, un site morcelé par des occupations anarchiques. Reportage Abdoukarim Condé, Cheikh Mabin Tissila, Mandjou Sidibé du bureau de presse de la présidence de la République. La fondation Mohamed VI, située dans le quartier Anta, commune de Matoto, était la première étape de la visite de chantier du président de la République, professeur Alpha Condé, ce samedi. Cette fondation est bâtie sur une surface de 18 000 m². Elle comprend un bloc administratif, un centre commercial, une mosquée et des annexes. Les travaux vont bon train. La deuxième étape est à l'hôpital mère et enfants dans le quartier Sonfonia. Ce don du roi chérifien est bâti sur une surface de 30 000 m², 24 blocs et des latrines. Les travaux ont débuté en février 2016 et la fin est prévue en février 2019. À Sonfonia, à l'hôpital mère et enfants, le chef de l'État a constaté des occupations anarchiques par des citoyens autour du chantier. La Fondation du Roi a décidé de faire 3 œuvres. Ici, il y a le centre de formation à Nongo. Ensuite, il y a ici, c'est l'hôpital mère-enfant, qui est un hôpital très très moderne. Vous voyez le nombre de personnes qui vont être traitées. Et puis, il y a la mosquée. Il y a des gens qui ont mis des magasins autour alors qu'ils n'ont pas de droit. Donc, on va tout subvenir pour qu'on mette de l'ordre. Ici aussi, il y a des camions qui passent pour mettre des fosses septiques. Tout ça, à partir d'un jour, on va interdire. Parce qu'on a besoin de cet hôpital qui va beaucoup aider les gens de cette commune. Ensuite, c'est une très grande mosquée. Non seulement à la mosquée, il y a un centre commercial. Donc le centre commercial va servir pour l'entretien de la mosquée. On ne peut pas permettre donc que des gens par indiscipline gênent les travaux. On va suivre avec le gouverneur pour que dès lundi le gouvernement prenne toutes les mesures afin que tous ces inconvénients soient levés de toute façon et de façon nette et sans état d'âme. Il faut que le pays avance. La Fondation Mohamed VI et l'hôpital mère et enfants sont des fruits du renforcement de la coopération maroco-guinéenne depuis 2010. Hier, le Premier ministre était l'hôte de marque des populations de Bofa. La ville lui a réservé un grand accueil. Le chef du gouvernement a mis cette visite à profit pour aborder des questions de cohésion nationale et de préservation de la paix, gage de tout développement. Les populations ont à leur tour réitéré l'engagement de soutenir les actions du président de la République. Reportage Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kabele Keita du bureau de presse de la primature. Bofa, ville historique et religieuse, située à 150 km de Conakry. C'est cette ville qui accueille ici le Premier ministre chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassouri Fofana et une forte délégation qui l'accompagne. Le préfet de la localité a saisi l'occasion pour rendre hommage au président de la République, professeur Alpha Condé, pour ses actions salvatrices à l'endroit de Bofa. Sous la haute clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Bofa a sa voirie publique bitumée. Toutes les sous-préfectures ont l'éclairage public avec l'installation des lampadaires solaires. Le courant électrique a été rétabli dans la ville de Bofa. La radio-télévision nationale a été également rétablie après 10 années de silence total. Le sanctuaire mariage de l'église catholique est en chantier. Le produit fini sera une fierté, non seulement pour les fidèles catholiques, mais également pour l'ensemble de la population de Bofa. La mosquée de Kouré-Landé a été complètement rénovée à la satisfaction des fidèles musulmans. Bofa a bénéficié de 2 centres de santé améliorés
dans les sous-préfectures de Tamita et de Mankunta avec logement de médecins. C'est une ville qui adhère aux idées de paix et du progrès du professeur Alpha Condé. À cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement a salué la sagesse, le sens de responsabilité et l'esprit de civisme qui ont prévalu lors de l'élection du maire de la commune urbaine de Bofa, Maître Seydou Bakissine Camara. Mes premiers mots iront naturellement au Premier maire pour sa brillante élection. Son élection est une leçon pour la Guinée. Comme vous dites, il est élu avec un statut non partisan politiquement, mais avec l'engagement de servir les citoyens et citoyennes de Bofa dans leur diversité d'opinion, dans leur diversité religieuse, dans leur diversité linguistique. Ils s'engagent et c'est la preuve de cette belle mobilisation à promouvoir la paix, l'unité et le développement de la vie. C'est cela le sens de la décentralisation. C'est cela l'objectif visé par le professeur Alpha Condé. Créer une Guinée forte dans son unité malgré sa diversité. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a également insisté sur les dispositions prises par le professeur Alpha Condé afin d'améliorer les conditions de vie de cette population de Bofa. Bofa souhaite que la sous-traitance dans les activités minières puisse être donnée à Bofa pour sortir la ville du sous-emploi. Bofa souhaite que les sites historiques, il y en a 15, du patrimoine historique, je dirais mondial, parce que la traite négrière, c'est une partie de l'histoire du monde. Et Bofa abrite des vestiges de cette traite que nous devons jalousement préserver. C'est pour ça que je puis vous dire que le président a interdit rigoureusement la cession sous n'importe quelle forme de ces monuments, de ce patrimoine à qui que ce soit. Je voudrais donc vous confirmer que le forum de la jeunesse a dans ses recommandations donné toutes les dimensions des préoccupations de Bofa. Et je voudrais vous confirmer notre engagement à regarder ces recommandations avec beaucoup d'attention et à faire autant que faire se peut, dans toute la mesure du possible, à faire en sorte que ces recommandations soient traduites en actions concrètes au profit des filles et des fils de Bofa. Après, chez les sages de la localité où s'est agi de magnifier les œuvres du professeur Alpha Condé, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana et sa délégation se sont rendus à la mosquée centrale de Bofa-Ville. Ici, des prières et bénédictions ont été formulées pour la stabilité et la paix dans le pays. On ouvre à présent la page santé. Le mois d'octobre de chaque année est consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Occasion pour l'OMS d'attirer l'attention des décideurs sur la pathologie. Ce matin, la première dame de la République était au centre médical communal de Matam pour apporter son soutien au dépistage précoce chez les femmes et au traitement ainsi qu'aux soins palliatifs. Le point avec Maurice Sidibé. Après les communes de Ratoma et de Matoto, le CMC de Matam reçoit les équipes de dépistage gratuit de cancer du sein. Cette campagne dénommée Octobre Rose est couplée à celle du col de l'utérus. Depuis son démarrage au début de ce mois, plus de 600 femmes ont été dépistées gratuitement. Nous avons dépisté 600 femmes, parmi lesquelles il y a eu environ 7 cas de cancer du sein, 6 cas de cancer du col de l'utérus, 5 cas de lésions précancéreuses. Le traitement des lésions précancéreuses va être gratuit sous les charges de l'ONG
à Guikan, avec la collaboration du Centre régional francophone de dépistage des cancers gynécologiques à Donka. Et ensuite, pour les autres lésions cancéreuses du sein et du col de l'utérus, le service prend en charge les activités qui vont être offertes gratuitement. La première dame de la République et le ministre d'État en charge de la santé sont sur le terrain pour encourager les femmes à se faire massivement dépister. Le gouvernement, à travers le département de la santé, s'est dit préoccupé par cette maladie pernicieuse. La Guinée ne va pas passer son temps à évacuer toujours les cancers à Dakar, à Abidjan, à Bamako ou ailleurs. Et je suis heureux que le président de la République me soutienne dans cette voie. Je suis en train de proposer à mon cabinet qu'on revoie la situation et que le cancer, quel que soit maintenant le cancer, le type de cancer, particulièrement le cancer chez la femme, soit entièrement pris en charge en Guinée. La Fondation PROSMI se bat aussi contre les cancers, généralement contre toutes les maladies maternelles et infantiles. J'aimerais parler de la prévention. La prévention, la sensibilisation. Déjà au niveau de la jeune fille, la Fondation s'est engagée pour sensibiliser les jeunes filles de 14 ans. Oui, parce que le cancer du col de l'utérus n'est pas une fatalité. Il y a des vaccins qui existent. Je lancerai un appel aux femmes de Guinée, de Conakry, à se faire dépister et j'espère que l'ONG va élargir ces journées de sensibilisation à l'intérieur du pays. Il y a 5 ans, le nombre de cas de cancer est passé de 6 000 à 7 500 dans le pays. Dans les prochains jours, les équipes de dépistage vont se rendre aussi dans les communes de Dixine et de Kaloum. Et pour être plus complet sur le dossier, je précise que le cancer touche aussi les tout-petits. Le cancer de l'enfant est méconnu par bon nombre de Guinéens alors que son dépistage précoce favorise un taux de guérison de près de 90% selon les spécialistes. Adiatou Bari nous apporte quelques précisions sur le cancer de l'enfant. L'unité d'oncologie pédiatrique, la seule que compte la Guinée, elle est spécialisée dans la prise en charge du cancer de l'enfant. Ici, de nombreux malades de cancer, comme celui de la leucémie, du rein, du ganglion et de l'œil sont admis presque à la phase terminale. C'est le cas de Ibrahima, dont l'état de santé inquiète la mère. Vu l'état de santé de mon garçon, je suis beaucoup préoccupée et je prie Dieu qu'il recouvre sa santé. Le diagnostic précoce du cancer d'Ibrahima aurait permis de sauver son œil. Des signes cliniques ou encore les symptômes du cancer de l'œil, comme les taches blanches, sont identifiables dès le début de la maladie qui affecte ce petit garçon de 8 ans. L'idéal étant de rompre l'évolution des cellules cancéreuses une fois détectées. Plus la tumeur est grave, plus les protocoles diffèrent. Par exemple, un enfant qui vient avec une toute petite tumeur qui vient d'apparaître, il y a d'autres thérapeutiques qu'on peut faire. Il y a la thermochimiothérapie, là on cherche à sauver l'œil. Mais si la tumeur devient très étendue, on est obligé de faire une chimiothérapie et de faire une énucléation. L'énucléation, c'est enlever l'œil. La prise en charge du cancer infantile est coûteuse et longue pour un effectif de patients, pour la plupart issus des milieux défavorisés. Face à cette réalité, de nombreux malades sont contraints d'arrêter très tôt le traitement. Dans cette unité d'oncologie pédiatrique, des cas enregistrés en font foi. La difficulté la plus importante, c'est les ressources qui sont limitées par rapport aux parents qui n'ont pas les moyens souvent pour payer pour le bilan diagnostique, surtout qui n'ont pas les moyens pour payer les médicaments. Alors les abandons, ça expose le malade à rechuter, ça donne peu de chance au personnel de le récupérer. Beaucoup de gens qui sont revenus à rechute ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers les soins palliatifs. Donc
le traitement en fin de vie. Avec 8 lits d'hospitalisation et seulement 2 spécialistes pour tout le pays, l'unité d'oncologie pédiatrique de Donka a reçu 78 cas de cancer de l'enfant en 2017. Plusieurs ont succombé à la maladie. Ceux qui résistent encore grâce au traitement ont leur croissance ralentie sous le poids de la tumeur cancéreuse. On change de sujet et on parle d'emploi jeune. L'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, initie la formation de 500 PME dans tout le pays. L'idée est de favoriser l'insertion socio-professionnelle de la couche juvénile. Karno Maroufba, Tabansi, la reportage. Pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de réinsertion socio-professionnelle, le département de la jeunesse et emploi jeunes favorise la création de plusieurs agences d'appui aux initiatives des jeunes. C'est dans cette optique que l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi a initié un projet de résilience économique en faveur de 500 PME à travers le pays. Des modules seront développés pour renforcer les capacités des membres sous les conditions d'éligibilité et des prospections commerciales. Pour cette première phase, 50 PME sont sélectionnées. Aujourd'hui, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, j'encourage vraiment l'initiative. Je dis merci à l'AGETIP, je dis merci à l'État. Vraiment, nous sommes satisfaits. Et nous demandons à l'État vraiment de continuer et d'accompagner la jeunesse. Ce programme de formation vise à doter les PME concernées des outils qui leur permettront d'accéder au marché des travaux publics. Vous n'êtes pas sans oublier que ces entreprises de façon générale fonctionnent avec des papiers administratifs qui manquent ou qui sont carrément expirés. Donc il y aura également la fonction haute intensité de main d'œuvre que nous voulons inculquer aujourd'hui au niveau de ces PME, parce que si elles souhaitent travailler avec nous, ici déjà il faudrait que cette dimension soit inculquée à ces entreprises-là, parce que ça permet de faire travailler beaucoup de gens qui ont peu ou pas de qualification, une rémunération au bout du travail, mais également un apprentissage à travers les chantiers écoles qui vont être faits. Donc ces jeunes-là qui apprendront vont sortir avec au moins une connaissance soit en maçonnerie, en plomberie, en menuiserie, etc., etc. Nous battons au niveau de l'État pour que le FONIGE soit alimenté et que d'autres fonds soient mis en place. Aussi, nous avons des échanges avec nos partenaires techniques et financiers. Nous sommes actuellement en discussion avec des banques. Et tout cela pour faciliter l'obtention de financement par les entrepreneurs guinéens. Depuis sa création, l'AGETIP a exécuté 7 projets, entre autres le pavage des chaussées, la construction de marchés communautaires, le renforcement des capacités des jeunes ouvriers et l'accompagnement de 100 groupements agricoles et 50 groupements de jeunes pêcheurs artisans de Conakry. Sur un autre plan, signature de protocole d'accord entre les pays membres de l'Union du fleuve Mano cette semaine à Conakry. Il s'agit de mettre en place une compagnie d'intégration sous-régionale pour faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens dans l'espace. Reportage Fodé Camara, Mounir Bari. La signature de cet accord de partenariat vise à réduire les innombrables tracasseries auxquelles les populations sont confrontées quotidiennement pour se déplacer d'un pays de la Mano River Union à un autre. Cette compagnie aérienne en gestation est un instrument d'intégration des États membres de cette organisation sous-régionale. Le but est de faciliter la mobilité et harmoniser les échanges commerciaux dans l'espace de l'Union du fleuve Mano. Aujourd'hui, quitter la Guinée, aller en Sierra Leone, quitter la Sierra Leone, venir en Guinée. Je vais vous dire, pour aller de la Sierra Leone, pour aller en Côte d'Ivoire, vous avez à prendre la compagnie qui est disponible en ce moment, c'est Sky. Donc vous êtes obligé d'aller à Accra. Accra, vous devez aller au Togo, à Lomé, et ensuite revenir à Côte d'Ivoire. Quelque chose qui peut vous prendre 1 ou 2 heures, vous prend 6 ou 8 heures minimum. Donc, et sans que les populations, puisque les routes ne sont pas totalement développées, on a besoin d'une compagnie vraiment aérienne pour l'interconnexion entre les capitales régionales, mais aussi pour prendre, si vous devez faire un voyage rapide sur la Sierra Leone,
vous êtes obligé pour prendre la route. Et sans oublier tout ce qui est l'intérêt d'une compagnie aérienne en matière touriste. L'Union du fleuve Mano existe il y a quasiment 45 ans. Pour réussir cet ambitieux projet, les autorités comptent sur l'appui technique et financier de leurs partenaires au développement, notamment la Banque africaine de développement et la Banque islamique. Les engagements qui ont été pris de part et d'autre au niveau des États, au niveau de l'Union du fleuve Mano, au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau notamment de certaines banques comme la BAD, comme la BID, comme la Fleximbank, nous rassurent quant à la possibilité, à court ou moyen terme au pire, de voir enfin cet outil d'intégration sous-régionale effectivement opérationnel, de manière à ce que nos 4 États puissent être reliés par des lignes aériennes qui permettent une meilleure mobilité des personnes, une meilleure circulation des biens, et tout ceci aura un impact économique et social, et je dirais même politique, important. La compagnie qui sera mise en service va desservir les États membres de l'Union dans un souci de jumelage. Et puis, les acteurs du secteur de l'élevage des poulets de chair étaient récemment en conclave à Conakry. L'idée est d'améliorer la pratique en modernisant les techniques pour un élevage de qualité en Guinée. Le projet est soutenu par la coopération marocaine. Les précisions avec Falilou Diallo. Comment promouvoir la production de l'élevage dans le domaine de la volaille? C'est le cheval de bataille de l'Association nationale des producteurs de viande de volaille de Guinée. D'où l'organisation de cette session de formation à Conakry. Les poulets de serre, ce n'est pas la même chose que les farines, ce n'est pas la même chose que les riz, ce n'est pas la même chose que tous les denrées alimentaires. Ça, c'est le vie. Maintenant, c'est lui qui n'est pas formé, il ne peut pas utiliser ça sans créer un grand dégât. Maintenant, si les 100%, pour comme les formations qu'on vient de recevoir là, on a reçu beaucoup d'informations que nous, on ne savait pas, qu'on est en train d'utiliser. Maintenant, à partir de, on sait maintenant comment les choses vont marcher et le risque est limité maintenant. Venus des différentes régions du pays, ces acteurs du monde rural ont été outillés en technique d'élevage de poulets de chair de qualité. Diminuer la facture des importations du poulet congelé qui vraiment ne convient pas à nos amis guinéens. Il faut développer localement avec un produit salubre et surtout frais. Pour y arriver, le département de l'élevage sollicite l'appui de la coopération marocaine qui est un bel exemple dans le secteur. Une volonté soutenue par le chef de l'État. Les initiatives présidentielles ne manquent pas, et cela pour l'appui au développement rural. Et prévoir non seulement que la mise en œuvre des poussins d'un jour va se faire dans les jours qui suivent, mais également la production à grande échelle de poulets de chair. Cette session de formation est la toute première activité de cette nouvelle structure. Elle compte ainsi labelliser la volaille guinéenne, mais surtout réduire le volume d'importation de volaille sur le marché guinéen. La journée des Nations Unies sera célébrée le 24 octobre prochain. En prélude de l'événement, l'agence basée en Guinée entame une série d'activités. Elle se résume aux conférences débats, à l'assainissement et au sport. Une manière pour l'institution de mieux vulgariser les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030 auprès des Guinéens. Abdoulaye Ningilande Diallo, reportage. De l'avis des partenaires, les objectifs de développement durable sont très peu connus par les populations guinéennes. Pour inverser cette tendance, les chefs d'agence du système des Nations Unies se sont engagés à vulgariser les enjeux du dit projet à travers plusieurs activités. Face aux étudiants, il explique les grandes lignes des 17 objectifs de développement durable. Une opportunité pour ces jeunes d'échanger sur des questions comme la migration et les priorités du système. L'objectif principal, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce que les objectifs de développement durable, les ODD, sont très concrets. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression de parler de grands cadres internationaux qui sont discutés dans des grands forums, des grandes conférences. Mais à la fin, quand on les articule et quand on les décortique, c'est très concret. Ça a vraiment attrait aux droits des citoyens en général et puis de la jeunesse en particulier, des filles et des garçons. Donc ils se sont, je pense, rendus compte, en tout cas j'espère, c'est l'objectif de cette journée, qu'à la fin,
Ils ont des droits, mais aussi des devoirs en tant que jeunes citoyens, de faire en sorte que ces ODD deviennent réalité en Guinée. De la Blue Zone de Kaloum, place à l'assainissement. Dans l'optique du 6e objectif, ces jeunes migrants assainissent la cour du Palais du Peuple. Il s'agit pour ces volontaires d'accompagner le système des Nations Unies à donner plus de visibilité à cette autre activité des priorités de développement. La particularité, c'est, je dis, c'est un peu le dynamisme, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas cantonné à une seule activité le 24 octobre, mais une série d'activités qui sont des activités de type sportif, des débats, la projection d'animation, et donc c'est vraiment pour pouvoir donner à toutes et à tous l'occasion de participer, parce que les objectifs de développement durable, c'est 1, la participation, et 2, ne laisser personne derrière. Donc on s'assure qu'au maximum on puisse toucher le plus grand nombre de garçons et de filles. Ce semi-marathon vient boucler les activités préparatoires du 73e anniversaire des Nations Unies. La caravane est partie du Palais du Peuple au stade du 28 septembre. Au point d'arrivée, des cadeaux sont offerts aux 3 premiers de chaque catégorie, histoire d'inciter les uns et les autres à la pratique du sport. Et notre pan est des moindres des 17 objectifs de développement durable. Éducation dans la commune urbaine de Farana. Les élèves ont repris progressivement le chemin de l'école. Une mission d'inspection était dans la région pour constater de visu l'affluence dans les différentes salles de classe. Le constat avec Aboubakar Gabi. Plus les jours passent, plus l'effectif des élèves augmente dans les écoles. Dans la commune urbaine de Farana, la deuxième semaine de la rentrée scolaire 2018-2019 connaît une forte affluence des élèves. Pour s'assurer de ce retour à la normalité, les cadres de la direction préfectorale de l'éducation de la localité sont en visite dans les écoles publiques et privées. Ce matin, j'ai effectivement constaté l'engouement dans les établissements. Et je dirais également aux enfants que tout ce que nous sommes en train de faire pour la reprise totale, c'est dans leur intérêt. Donc ils doivent être l'arme pour le système éducatif pour lutter contre ces petits troubleurs qui passent dans les écoles pour dire ceci, cela. Et je crois que les enfants ont compris aussi. Maintenant, il y a aussi des enseignants qui ont aussi compris. Je leur ai demandé d'être à l'école, d'accepter enseigner les enfants, s'acquitter de leurs devoirs pédagogiques et s'acquitter aussi de leurs devoirs administratifs. La reprise des cours dans ces différents établissements scolaires de la commune urbaine de Farana est le résultat de l'appel des autorités de l'éducation et des parents d'élèves pour une reprise effective des cours. Aujourd'hui, l'engouement pour ces cours est perceptible et ces élèves de Sankara ont une seule idée, l'achèvement rapide des programmes. Depuis une semaine, nous avons commencé les cours, les professeurs viennent. Donc le conseil que j'ai donné à mes amis, je les invite de venir car les professeurs viennent, nous aussi, nous venons à l'école. Les cours ont bien démarré aujourd'hui. Les encadreurs de ces différents établissements promettent de renforcer cette dynamique pour une bonne réussite de l'année scolaire 2018-2019 à Farana, la préfecture qui a vu naître le premier président de la Guinée. Et puis la journée mondiale de la vue est célébrée le deuxième jeudi d'octobre. Initiée par l'OMS depuis 1998, elle vise à sensibiliser l'opinion publique aux problèmes relatifs à la cécité et aux déficiences visuelles. En Guinée, la semaine de la canne blanche a été marquée par une campagne de sensibilisation initiée par les Lions Club, Conakry Réveil et Tatami. Ils ont également fait des dons aux élèves malvoyants du centre Sogué dans la commune de Kalouma. Reportage Mounir Bari, Kiano Maroufbar. Célébrer chaque année en Guinée, la journée mondiale de la vue a été une occasion pour ces humanitaires d'offrir des produits de soins, des papiers Bristol et équipements scolaires aux élèves malvoyants du centre Sogué à la Cité de la Solidarité. L'action vise à contribuer à l'éducation des couches vulnérables en Guinée. Ce qu'on a donné aujourd'hui comme don, ce sont ces quelques cartons de Bristol qui rentrent dans la formation de nos aveugles et malvoyants de la Guinée. Parce que c'est un outil indispensable. Sans ça, ils ne peuvent rien apprendre. C'est un outil indispensable pour leur formation et pour leur devenir.
Je peux vous dire de 2012 à aujourd'hui, nous sommes à 1 740 000 $, offerts par les Lions Club à notre ministère par le biais du service national, du programme national de la lutte contre la cécité. Les Lions Club et leurs partenaires œuvrent en faveur des personnes vulnérables dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, la jeunesse et la santé. Nous devons nous battre pour que ça n'existe pas. Le malvoyant, des fois on peut naître malvoyant, mais sachez aussi que le plus souvent ça arrive plus tard. Comme notre amie qui est la représentante de Side First ici l'a bien signifié dans son intervention, aujourd'hui on peut être voyant et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut perdre la vue. Donc normalement, on ne doit pas stigmatiser le malvoyant. Ils ont toujours été auprès de nous dans le cadre des dons. Parce qu'il n'y a pas plus tard que, je crois il y a juste de cela une semaine, ils ont envoyé des sacs pour nos élèves ici. Et aujourd'hui, quand ils viennent encore pour nous donner du papier Bristol, je suis vraiment contente. Et je promets d'utiliser, que ces papiers seront utilisés pour la bonne marche du Centre Sogué des aveugles malvoyants. À l'occasion de cette journée, une campagne de sensibilisation a été organisée pour le respect de la journée de la canne blanche. Une canne blanche, symbole de mobilité, mais aussi un outil de sécurité qui protège les personnes qui ont un déficit visuel. Voilà, c'était la remise de dons au Centre Sogué de la Cité de Solidarité. Ce soir, dans la rubrique En 60, nous irons à la découverte d'un patrimoine public qui a connu une certaine mutation. Aujourd'hui, l'usine de farine Les Moulins d'Afrique a été érigée sur le site de l'ancienne usine de fabrique de meubles. Un parcours parsemé de péripéties que nous raconte notre reporter Mama Issata Kamara. Cette usine de farine est une fierté pour la Guinée. Elle est moderne et appartient à un investisseur local. Ce moulin est édifié sur les ruines de l'usine de fabrique de meubles. Un autre patrimoine public hérité du premier régime dont on a cessé de parler depuis 36 ans. Pour les anciens, tables-bains, armoires, lits et coiffeuses étaient confectionnés ici avant sa privatisation en 1986. Cette usine était très importante parce que avec une forte capacité de main-d'œuvre et avec cette usine, la Guinée avait la possibilité donc de faire des meubles de qualité. Des meubles de qualité aussi bien pour les bureaux que pour les familles. Et donc on avait la fierté d'utiliser ces meubles quotidiennement dans nos préoccupations habituelles et voire même de les exporter dans la sous-région. Après le premier régime, le patrimoine de l'usine est cédé à un particulier. Le preneur n'aura pas pu assurer la gestion de l'usine. Il a fallu attendre 2009 avec Moulins d'Afrique pour que ce site soit à nouveau valorisé pour la fabrication de la farine. Cette usine, malheureusement, a connu un démantèlement après donc sa cession à des repreneurs privés. Les repreneurs privés, vers les années 87, ont bénéficié de cette usine par voie de privatisation. Très malheureusement, le repreneur n'avait pas le profil de l'industriel. Et le repreneur également n'avait pas la capacité financière suffisante pour continuer cette activité. Nous avons assisté donc au démantèlement de l'usine, très malheureusement. Donc, l'usine est restée dans cet état de léthargie. Dernièrement, M. Sonoko, la société Sonoko, a donc manifesté le désir d'implanter une usine, un moulin à cet endroit. C'était à l'époque de la transition. Et donc la transition a pensé que l'on pouvait céder cette usine à cette nouvelle activité puisque les équipements étaient démantelés, les équipements n'existaient plus.
Les bâtiments sont là, mais les équipements de production pour les meubles n'existaient plus. Et donc on a réorienté l'usine en y mettant une autre activité industrielle qui consiste à faire de la farine. Jean Sagna Oliano est aujourd'hui un grand maître menuisier. Il travaille à son propre compte, mais perpétue l'héritage de l'usine de meubles de Sonfonia où il a fait ses bancs. Que moi j'étais notre chef de groupe, c'est Bernard Tonon. On travaille seulement de table banc. Mais c'est ça que tu connais, il y a des gens qui montaient des armoires, bibliothèques et tables, tout lit. Chacun travaillait à sa façon. Par semaine, parfois on peut travailler 3 jours pendant la journée. La nuit encore, on travaille 4 jours ou 5 jours pendant la nuit. Si vous voulez, même si dimanche, il n'y en a même pas. Si vous voulez, vous pouvez continuer à travailler jusqu'à l'heure que vous voulez. Uezu Sokovogi aussi garde de bons souvenirs de l'usine de transformation du bois en banlieue de la capitale. Il fait partie des derniers professionnels à bénéficier de l'usine. Sokovogi aussi a ouvert son atelier de menuiserie. Au moment où je travaillais dans l'usine, je gérais la machine d'ébitage qui fendait les bois. On positionnait seulement le bois sur la table avec quelques réglages pour qu'il soit fondu, car la machine était automatique. Toutes les machines à l'époque étaient bonnes et fonctionnaient bien. Dans l'usine, il y avait divers métiers. Les tapissiers et les menuisiers travaillaient en symbiose. Toutes les commandes des préfectures et de l'État provenaient de cette usine. Quand tu travailles dans l'usine, même si tu n'es pas salarié, mais avec les bricoles, tu pouvais gagner un peu d'argent. Parce que l'usine de meubles de Sonfonia a depuis disparu. Elle aura révolutionné le travail des menuisiers et ébénistes du pays. La mauvaise gestion et la privatisation précipitée ont eu raison de son statut de centre d'excellence pour les métiers de confection de meubles modernes. En plus des unités privées, cette expertise sera développée dans les écoles régionales des arts et métiers en réalisation à travers le pays par le professeur Alpha Condé. Mieux, selon le directeur national de l'industrie, l'État envisage de créer des conditions d'investissement pour la construction d'une nouvelle usine de meubles. Mais quand et où, le temps nous le dira. En attendant, contrairement au destin de beaucoup d'autres patrimoines fonciers abritant une unité industrielle publique, le site de l'usine de meubles a été valorisé et reste utile au pays, même si le domaine a changé de statut entre-temps. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal prend ainsi fin. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.